Bonjour à tous, bienvenue, dans ce webinaire 6 avantages à migrer sur des solutions nées sur le cloud. Comme d'habitude, nous allons attendre 1 ou 2 minutes, les autres qui se connectent, petit à petit avant de commencer. À tout à l'heure. Joe est prévisionniste, il mène une vie paisible. Sauf que sa directrice lui demande de préparer le SNOP pour demain alors qu'il en avait déjà fait un il y a 3 mois. Sans perdre de temps, il relance les commerciaux, demande au marketing les nouveautés et les arrêts de produits, fait le point sur les approvisionnements fournisseurs et essaie de consolider ses prévisions dans Excel. Mais c'est une course perdue d'avance. Ah Joe, si seulement tu pouvais maîtriser ton processus SNOP comme un maître Jedi maîtrise la force. Master Jedi, je dois m'organiser pour mettre en place rapidement des plans SNOP collaboratifs mensuels. Cher élève, 3 enseignements fondamentaux tu respecteras. Tous les mois, tes prévisions, tu feras. La collaboration, au centre de tes priorités, sera. Excel, tu quitteras. Et Colibri, tu utiliseras. Hey Joe, réveille-toi. Les formations miracles en un jour, ça n'existe pas. Grâce à Colibri, Joe a réussi à impressionner sa boss. Joe, la force est avec toi. Alors bonjour ou rebonjour à tous pour ceux qui nous ont rejoints. Bienvenue donc dans ce webinaire 6 avantages à migrer sur des solutions nées sur le cloud. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions via l'onglet chat ou l'onglet questions en bas à droite sur vos écrans. On va tâcher d'y répondre tout au long du webinaire et de toute façon, on prévoit toujours un petit moment à la fin pour une session questions-réponses. Qui est avec vous aujourd'hui? Nous avons Nicolas Comard, qui est directeur général de Colibri, Cédric Hutt, qui est notre Chief Product Officer, et moi-même, responsable marketing. Les 6 avantages, lesquels sont-ils? Nous allons passer par plusieurs points, donc une équipe dédiée, une avance technologique, des coûts moins élevés, une couverture end-to-end, la stabilité de l'éditeur et enfin la satisfaction client. Je laisse évidemment nos 2 experts vous en dire un petit peu plus avec le premier point qui est important, l'équipe. Très bien, bonjour tout le monde. Alors, c'est Cédric qui va commencer à parler. Alors, oui. Si ta caméra ne marche pas, je te propose de passer avec celle de Bénédicte. Ouais, Ce sera plus simple. c'est une bonne idée. Hop. On va faire ça. Et donc, voilà, on est très content d'être avec vous aujourd'hui pour ce sujet. On a beaucoup d'interlocuteurs dans l'écosystème à qui on parle qui sont en train de se poser la question de est-ce que je suis bien on-premise, est-ce que je bouge sur le cloud, est-ce que c'est quoi la différence entre un éditeur de cloud et un éditeur on-premise quand on ouvre un petit peu le capot et puis qu'on voit ce qu'il y a derrière dans les organisations, dans les technologies, dans les systèmes de financement, etc. Et donc aujourd'hui, ça va être un petit peu notre présentation, notre ouverture à vous tous de ce monde que vous ne connaissez pas forcément tous. Donc Cédric, je te laisse parler du premier sujet. Oui, merci. Le premier sujet, le plus simple, par rapport, si on devait comparer un éditeur qui viendrait d'une solution de premise et qui migrerait progressivement sur le cloud, c'est quelque chose qui est plutôt difficile à faire. Et en termes d'effectifs et d'équipes, ça signifie en général conserver des équipes sur les 2 solutions, une sur l'ancienne techno, une sur la nouvelle. Ce sont des technologies différentes, ce sont en général même des clients et des approches différentes, on le verra par la suite.
Des générations différentes. Des générations différentes, souvent, exact. Et le fait d'être un éditeur qui est né sur le cloud fait qu'on a une seule architecture partagée par tout le monde, une seule équipe, une seule techno, donc des gens formés, des gens qui peuvent s'entraider, qui peuvent se remplacer très facilement. Donc ça, c'est vraiment important. Et on parle de techno parce qu'évidemment, ça semble être le sujet principal. On verra pendant ce séminaire que ça va bien au-delà de ça. On a une organisation qui est entièrement organisée à travailler dans le même rythme et avec les mêmes pratiques, à savoir l'intégration continue, la mise à disposition d'une solution unique et partagée pour tous les clients, une réactivité importante. Donc, on a un premier sujet qui est que vraiment toute l'équipe travaille de la même manière. On n'a pas deux clans, comme on peut souvent le voir chez les éditeurs qui font une migration et qui sont obligés de dédier une équipe. Alors, c'est souvent péjoratif, c'est même les anciens qui continuent à maintenir l'ancienne solution, à la faire évoluer, et une nouvelle équipe qui, elle, travaille sur une nouvelle techno, et ça fonctionne assez mal, dans le fond. Très bien, merci. C'est très clair. Et effectivement, vous imaginez tout bien que deux équipes pour gérer deux solutions génèrent forcément beaucoup plus de dispersion que de focaliser tout le monde sur quelque chose de plus innovant et de plus dynamique. Alors, un deuxième sujet sur la partie, sur cette différence entre le cloud et l'on-premise, c'est l'avance technologique qu'ont pris les éditeurs natifs du cloud. Alors, si on veut comparer les deux, donc on trouve beaucoup d'éditeurs historiques. Alors c'est vrai sur le monde de la supply chain ou du SNOP qui est notre écosystème, mais c'est vrai aussi dans tous les autres écosystèmes. Les solutions on-premise avec les éditeurs historiques, ceux qui sont sur la place depuis 20 ou 30 ans notamment, vont effectivement, du fait qu'ils sont pas nés du cloud, comme on l'a précisé juste avant, avoir plusieurs architectures, plusieurs technologies, plusieurs contraintes, plusieurs méthodologies, plusieurs équipes. Et donc, ça va être quasiment impossible pour eux de rattraper le retard qu'ils ont eu au début, parce que forcément, ceux qui sont natifs du cloud ont démarré plus tôt. Donc, forcément, pris un avance et prendre de l'avance, ça veut dire aussi essuyer les plâtres en premier, ça veut dire trouver les innovations en premier, trouver la rapidité en premier. Et donc, le fait de partir derrière, si on prend un retard, mais en plus, pour la raison qu'on a évoquée juste avant, de ne pas pouvoir focaliser ses efforts sur une seule technologie, fait que plus le temps passe et plus le retard s'accentue, en fait. Et c'est pour ça que ces éditeurs aujourd'hui sont dans des situations assez compliquées, puisque ils évoluent beaucoup moins rapidement que des éditeurs cloud natifs, et se retrouvent à maintenir tout un parc de solutions et de clients qui restent sur le cloud. A contrario, les éditeurs qui sont nés avec le cloud ont effectivement cet avantage naturel et sont souvent dans l'accélération permanente, ce qui leur donne beaucoup de rapidité, d'agilité. Ouais, on peut même ajouter que migrer, c'est souvent réécrire une solution. Donc les gens qui migrent vont faire un énorme effort technologique de réécriture et de migration de leur code sur une nouvelle plateforme qui va être un peu figée, là où effectivement les gens qui sont nés sur le cloud vont suivre les évolutions, vont moderniser et éviter d'accumuler de la dette technique. Ils vont suivre les évolutions des technos qui bougent très vite. Les technos cloud, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très mouvant et qu'il faut suivre et qu'il est difficile de suivre quand on est en train de migrer. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Voilà, ce deuxième sujet, c'est l'avance technologique compris il y a quelques années les éditeurs du cloud et qu'ils accentuent d'année en année. On peut passer au sujet suivant. Donc, alors, c'est vrai que ça. Qu'est-ce que tu penses de cette partie mutualisation, industrialisation? Alors ça, c'est un point, c'est un point hyper important. C'est même un des principaux intérêts des solutions cloud, qui est de mutualiser. On voit évidemment l'intérêt technique de se connecter à distance facilement de n'importe où, etc. Ça, c'est les avantages techniques du cloud. On voit les intérêts d'avoir une solution offerte comme un service, c'est-à-dire qu'on y reviendra.
on n'est plus en train d'investir, de maintenir, etc. Mais il y a un sujet qui est très, très important, qui est que quand on prévoit une solution cloud, et une solution cloud mutualisée, c'est important, c'est-à-dire que cloud natif, public, tous les clients, tous les abonnés finalement travaillent sur la même plateforme, chacun sa base de données, bien entendu, la sécurité nécessite ça, mais on a quand même la même plateforme, le même logiciel, la même infrastructure qui est partagée par tout le monde, on bénéficie d'une mutualisation, qui est un phénomène classique qui fait qu'au global, l'éditeur a besoin de moins de ressources, on va dire, techniques, machines, puissance de calcul, mémoire, etc., que lorsqu'on gère une installation différente pour chaque client. Là, on a vraiment tous les abonnés sur la même structure. Ça permet de mutualiser les ressources techniques. Alors, je parle des ressources techniques, mais je vais revenir également aux ressources humaines, c'est-à-dire que les montées de version étant synchrones pour tout le monde, en fait, tout le monde travaille exactement au même rythme, dans le même sens, au même moment. Donc, on a aussi une efficacité des équipes qui se traduit par des coûts, et donc des coûts qui se reflètent dans les offres commerciales qu'on peut faire. Et c'est bien entendu qui vient renforcer en plus le côté software as a service, c'est-à-dire que vous consommez un service par abonnement, il n'y a aucun risque financier, enfin il n'y a pas aucun risque financier, mais il est grandement diminué du fait qu'on est sur un système d'abonnement, qu'on peut beaucoup plus facilement sortir d'un abonnement qu'annuler un investissement qui est important sur une solution on-premise. Et ça aussi, pour les éditeurs qui sont nés sur le cloud, c'est intégré vraiment dans la culture de l'entreprise de mettre une solution qui est partagée par tous et de travailler tous sur une solution qui est partagée par tous. Et ça, c'est important. L'autre chose qui est importante, qui est accentuée par les effets cloud, ce sont les déploiements rapides. Il n'y a déjà pas d'installation, ça c'est une logique, c'est le propre du cloud, on n'installe rien, on consomme un service qu'on va quand même paramétrer évidemment pour chacun des clients, mais on consomme un service, le déploiement est ultra rapide. Et ces générations d'outils cloud sont généralement pensées simplicité, ergonomie, facilité d'utilisation, ce qui accélère d'autant plus les déploiements, les configurations. Alors ça, c'est le départ initial. Après, ces solutions cloud partagées par tous évoluent rapidement, puisque à chaque fois qu'on va faire évoluer la solution, elle va évoluer pour tout le monde en même temps. Et donc, ces solutions vont évoluer également rapidement. On verra d'autant plus rapidement que les utilisateurs sont satisfaits de la solution. C'est les sujets qui viennent juste derrière. Très bien. Donc, un autre avantage du cloud, ça va être la couverture fonctionnelle. Ou plus exactement, on va dire que en fonction de si l'éditeur est cloud ou on-premise, il va pouvoir avoir différentes approches en termes de couverture fonctionnelle. Enfin, surtout sur le cloud. On-premise, en général, et je pense qu'on l'a tous vécu historiquement dans les expériences qu'on a pu avoir dans le passé, quand on est un client et qu'on est d'accord pour payer, on peut avoir plein de personnalisation sur la solution. Donc ça veut dire qu'un éditeur aujourd'hui qui est on-premise et qui a fait 50 personnalisations parce qu'il a 50 clients différents, il va avoir en gros 50 versions de son logiciel différentes. Donc ça va être beaucoup plus complexe à gérer que d'avoir une seule version. Néanmoins, aujourd'hui, parmi les éditeurs de SaaS, les deux approches existent toujours. Donc, nous, le parti pris de Colibri, on est plutôt sur la première approche qu'on présente ici, qui est plutôt une solution unique et évolutive pour tous nos clients. Donc, il y a d'autres éditeurs qui font ça. C'est-à-dire qu'on a une équipe R&D qui va enrichir le corps modèle de la solution centrale et qui va lui ajouter des fonctionnalités, des options, des évolutions technologiques pour améliorer les performances, par exemple. Et donc, on va intégrer ça dans le standard, mais tous les clients auront une et une seule version avec potentiellement des livraisons. Alors, on appelle ça de la livraison continue, mais ça peut évoluer tout au long de l'année. Puisque vous imaginez bien, quand vous mettez 20 ou 30 personnes à la R&D sur une seule solution, ça donne une vraie dynamique d'évolution de la solution. Mais dans les éditeurs de SaaS, aujourd'hui,
on a aussi ceux qui ont une stratégie de continuer à faire de la customisation à la demande. Et forcément, si vous êtes dans le SaaS et que vous avez 50 clients et que vous personnalisez 50 versions de votre solution pour vos 50 clients, vous perdez l'avantage, enfin vous perdez cet avantage que peut vous donner le SaaS d'évolutivité forte du produit, parce que même si la technologie vous permet d'avoir de la vélocité, la couverture fonctionnelle personnalisée vous oblige à énormément de travail dès que vous voulez faire des évolutions. Et c'est ce qu'on va aborder. Donc, en gros, ce qu'on explique sur la colonne de droite, c'est que pour les sociétés éditeurs qui sont soit on-premise, et du coup, qui ont personnalisé dans le temps leur solution et qui ont un gros parc de clients installés, ou les solutions qui sont SaaS, mais qui sont customisées au cas par cas de ces clients. On parle souvent de clients en compte, je pense, ou de grosses ETI. Mais on va retrouver toutes les problématiques inhérentes à cette spécialisation. Donc, les montées de version vont être coûteuses. Alors, quand on dit coûteuse, ça ne veut pas forcément dire payante, on en parlait tout à l'heure, Cédric, mais ça veut dire en tout cas que le client va payer le prix quelque part. Soit elles vont être intégrées dans le prix de base, mais le prix de base va être très cher, soit effectivement elles seront payantes. Mais en tout cas, si c'est coûteux pour l'éditeur, c'est forcément au final coûteux pour le client, pour des règles simples d'équilibre de business model. Donc, des montées de version qui vont être coûteuses, là où effectivement vous comprenez que vous avez une version pour 50 clients, les montées de version vont être en gros 50 fois moins chères. Donc, le prix de la montée de version va être quasiment négligeable pour le client final dans ce cas-là. Une complexité des risques sur les régressions ou sur les non-régressions très forte à chaque fois que vous faites une montée de version. 50 fois plus de risques de régression et de plantage que si vous gérez une seule version. Alors je garde mon exemple du cas de l'éditeur qui a 50 clients. Un coût de la maintenance qui va être de fait beaucoup plus important, et alors plus important et plus complexe pour tout le monde, parce que ça veut dire que l'éditeur, il va falloir que le mec qui a la maintenance, il faut quand même qu'il maîtrise les 50 configurations de ses 50 clients. Toutes différentes, et pas simplement différentes dans du paramétrage, potentiellement différentes dans du code informatique de processus. Donc là, ça veut dire qu'encore une fois, la maintenance, les ressources de maintenance mises en place pour maintenir la solution sont globalement 50 fois plus coûteuses, voire plus si on est sur du 24/24, 7/7, où il y a besoin de documentation, de transfert entre les équipes. Donc là, l'effet sur la maintenance, il peut être démultiplicateur. Et puis, forcément, ce qui va se passer, c'est que la solution va évoluer beaucoup moins vite pour tous les sujets qu'on vient d'évoquer là. Donc nous, un Colibri, on fait, je sais pas, on doit faire peut-être une dizaine d'évolutions dans l'année sur un module, entre les petites et les grosses évolutions. Un éditeur plus gros, plus personnalisé, va peut-être faire une évolution majeure tous les ans, peut-être deux, avec beaucoup de risques de non-régression, donc moins d'évolutions en plus. Et du coup, à un moment donné, votre solution, elle évolue beaucoup moins vite que le métier. Et donc, du coup, si une solution évolue moins vite que le métier, ça veut dire que chaque année, elle prend de l'obsolescence jusqu'à devenir complètement obsolescence. Chez les éditeurs on-premise, on a l'habitude de dire que la durée de vie d'une solution, c'est je dirais entre 5 et 8 ans. Entre 5 et 8 ans, et effectivement, sur une solution telle que Colibri est conçue, c'est-à-dire unique et évolutive pour tous, on a l'habitude de dire qu'il n'y a pas d'obsolescence prévue ou programmée, peu importe comment on utilise le terme. Et donc, petit rappel pour Colibri, justement, on a voulu prendre le contre-pied de ça, c'est que Colibri, du coup, c'est une solution unique qui va adresser l'ensemble de ses clients. C'est une solution évolutive en permanence, avec une équipe R&D. Donc là, effectivement, on a 20 personnes en R&D à peu près qui sont tous focalisées sur le métier des utilisateurs, pas d'obsolescence, et les capacités d'investissement d'une solution de ce type, de la R&D, c'est-à-dire de la rapidité de développement de la roadmap, il va s'agrandir, il va être de plus en plus rapide au fur et à mesure que sa communauté d'utilisateurs évolue. En résumé, ça veut dire que pour une solution comme ça, on dimensionne le nombre de développeurs ou le nombre de personnes qui sont à l'R&D en fonction du volume d'abonnement total qu'on budgète, qui dépend directement du nombre de clients. Et donc voilà, c'est aussi une des raisons pourquoi des solutions qui sont SaaS et qui sont centralisées, mutualisées, sont pas uniquement en avance par rapport aux autres, c'est-à-dire qu'accroissent leur avance au fur et à mesure du temps.
au fur et à mesure que la communauté utilisateur grandit. Voilà, je pense que j'ai fait le tour sur ce sujet de la couverture fonctionnelle, mais là, il y a vraiment un lien direct entre la stratégie de l'éditeur et l'évolution dans le temps de la solution. Merci, Nicolas. On y reviendra je crois, sur la dernière diapositive, mais effectivement, le SaaS, offrir une solution SaaS mutualisée, ça veut dire que tous les utilisateurs, tous les abonnés utilisent la même solution. Et ça, on n'a pas la tentation qu'on peut avoir quand on fait du on-premise, ou en tout cas quand on fait du dédié, d'aller pour faire plaisir, pour gagner une affaire, d'aller rajouter une petite verrue par-ci, par-là. Ça a l'air de rien au début. Et on accumule de la dette, et on accumule de la complexité. Et on ne le fait pas quand on est sur une solution SaaS. Donc, on démarre possiblement modestement par rapport à une demande spécifique, mais on ne fait que progresser au lieu de charger la barque à chaque fois. Ça fait une très, très grosse différence. Et plus le temps passe, plus cette différence est importante. Alors, il y a un aspect important également de stabilité. C'est-à-dire que quand on s'adresse à un éditeur, et c'est vrai dans tous les domaines, hein, là, évidemment, on parle forcément supply ce matin, mais quand on s'adresse à un éditeur pour une solution informatique, digitale, on a évidemment intérêt à nouer un partenariat et à avoir une relation qui va s'inscrire dans le temps, de pas prendre de risques à miser sur un éditeur qui risquerait de disparaître ou de changer de stratégie rapidement. Et il y a de la complexité. Pour un éditeur qui migrerait, qui change de technologie, hein, c'est vrai parce qu'on change de techno de on-premise vers le cloud, qui est un gros changement de techno, mais ce serait vrai de tout changement de techno. C'est même vrai, je sais pas, pour l'automobile, pour les constructeurs qui migrent vers l'électrique, il y a une vraie complexité à le faire parce qu'il y a le maintien de deux architectures. Donc, on en a parlé au début, mais ça veut dire des efforts doublés, entre guillemets. Il faut continuer à maintenir l'ancienne architecture pour que les clients puissent continuer à travailler. Ça veut dire des équipes qui sont disjointes. Là aussi, on parle de mobilisation des équipes. En ce moment, il y a des problématiques RH sur à peu près tous les secteurs du marché, mais dans l'IT en particulier. C'est assez compliqué de réussir à garder des équipes, c'est même ultra compliqué de garder des équipes sur une architecture vieillissante. Ça n'intéresse pas les gens de venir travailler sur des technologies vieillissantes parce que, comme je le disais, les technologies évoluent vite et que, assez logiquement, au niveau des équipes, on cherche plutôt à se former sur les nouvelles technos. Donc, c'est compliqué. Ça crée des équipes différentes. Ça peut même créer des difficultés de communication. Donc ça, c'est une vraie difficulté intrinsèque dans l'organisation du travail et dans le fonctionnement de l'éditeur. Et puis, et ça, c'est propre à la migration vers un service d'abonnement, vers un service justement, de passer d'une offre logicielle vendue on-premise à une offre comme un service, c'est que le modèle de revenu est différent. Et le temps qu'on migre d'une base installée sur laquelle on-premise, on a des revenus de maintenance qui couvrent à peu près les charges de maintenance. On a vu que les charges de maintenance étaient importantes. La migration vers un modèle en service est une migration qui crée une difficulté financière le temps de faire la migration parce que les revenus s'inscrivent dans la durée, mais sont quand même moindres. À chaque nouvel abonné, on a chaque mois un mois d'abonnement et non pas l'investissement initial. Donc, cette difficulté-là, on a vu des éditeurs en très grande difficulté dans cette migration vers la logique service, parce que financièrement, il faut la soutenir. Et ce qui nous amène à un autre point qui est intéressant. Alors, on observe ça chez Colibri d'un œil parfois un peu amusé, mais effectivement, il y a nécessité de financement, soit pour les éditeurs qui migrent et qui ont besoin justement de financer cette migration, que ce soit l'investissement technologique ou le changement de modèle de revenu, il nécessite un financement. On voit arriver des nouveaux éditeurs de solutions cloud sur tous les marchés, mais sur celui-là en particulier.
qui sont financés, mais qui sont financés par des fonds d'investissement qui ont une logique qui ne s'inscrit pas forcément bien dans une durée longue, avec des gros investissements, des grosses dettes et des exigences, on va dire, de performance financière qui sont assez élevées et qui entraînent pas mal d'éditeurs dans une course comme ça au résultat court terme. Et on sait très bien, quand on travaille à court terme, on accumule de la dette aussi sur le long terme. Et ça, on le voit, on l'a vu, malheureusement, on le verra encore. Il y a des vraies également difficultés à s'inscrire dans la durée quand on est financé de cette manière-là. Et là, chez Colibri, effectivement, on est sur un modèle économique hybride. Colibri est financé, est adossé à un groupe industriel qui est très solide, avec une gestion plus que solide, en bon père de famille, pour utiliser l'expression consacrée, et avec une croissance qui est mesurée, qui n'est pas explosive. On ne se retrouve pas à devoir absorber des croissances incroyables qui déstabilisent l'organisation. Et avec un financement qui est assuré par les abonnements et qui nous permet de grandir avec notre communauté. Ok, j'ai deux remarques là par rapport à ce que tu viens d'expliquer. Sur l'histoire du trou d'air financier, ce qu'il faut bien se rendre compte pour se mettre en situation, c'est qu'effectivement, un éditeur classique... une question peut-être ? Non, une remarque, mais il faudra que les financiers fassent du SNOP, c'est vrai. Oui, mais un éditeur on-premise un peu classique, donc le business model de l'éditeur va être de faire sa vente, on va dire, allez, 200 000 €, moitié service, moitié licence, à la signature du contrat. Après, il y a, un an et demi de projet avant d'avoir la solution, mais ça veut dire qu'effectivement, tout le cash flow de l'éditeur on-premise, il est tout au début, et la rentabilité se fait du coup sur la signature de nouveaux clients. Alors que le cash flow de l'éditeur en SaaS, globalement, c'est de l'abonnement mensuel, avec souvent des setups qui ne couvrent pas tous les coûts R&D de construction de la solution, bien sûr. En gros, ce qu'on dit, c'est qu'il faut entre 3 et 5 ans un éditeur de SaaS pour que son client soit rentable. Et vous imaginez bien que du coup, un éditeur qui est en train de migrer du on-premise vers le SaaS, quand on parle de trou d'air financier, il y a un trou d'air financier de plusieurs années entre le fait d'arrêter un business model où on est payé upfront à un business model où on est payé 3 ans plus tard de l'utilisation, donc il y a à peu près 4 ans. Donc là, tous les éditeurs qui sont en train de migrer aujourd'hui sont dans des situations financières difficiles parce que double équipe, double architecture et un trou d'air financier de 3 ou 4 ans. Et donc, ce qu'on constate, c'est que du coup, souvent, les éditeurs sont obligés, quand ils vont voir leurs clients, de dire, quand vous allez migrer sur le cloud, vous allez devoir payer 100 000, 200 000 € pour migrer vers la deuxième solution. Parce qu'en fait, c'est pas qu'ils sont juste méchants qui veulent facturer, c'est qu'ils n'ont pas le choix, en fait. Et c'est pour ça que, je reviens au sujet, le titre du webinaire, c'est que souvent, financièrement, on ne se rend pas compte, mais c'est plus intéressant d'arrêter la solution on-premise et de commencer avec un cloud natif, parce que là, vous n'allez payer que la nouvelle solution. Vous n'allez pas payer le coût de la migration technologique de l'éditeur. Donc ça, c'est vraiment intéressant de regarder ça et de benchmarker un éditeur en transition avec un native player, parce que financièrement, ça peut être vraiment plus intéressant de démarrer avec un native player. Donc ça, c'était effectivement la première remarque que j'avais. La deuxième remarque, c'est que Colibri, ce qu'on explique souvent, c'est que nous, notre cœur de cible de société cliente, c'est les PME, petites PME, grosses PME. Et aussi, ça, c'est aussi permis par le système de financement de Colibri, ce qui n'est pas permis par les autres éditeurs, souvent, parce que les autres éditeurs, souvent, quand on est financé par des groupes, des fonds d'investissement, on demande de l'ultra-croissance. Et pour faire de l'ultra-croissance en levant beaucoup de dettes, on est obligé de monter fortement les prix pour obtenir de la rentabilité. Donc, on va naturellement avoir tendance à aller traiter les problématiques des grands comptes et délaisser un peu le monde des PME. Et nous, comme on n'a pas on n'est pas imposé à cette ultra-croissance, on n'a pas le couteau sur la gorge financièrement, on a le moyen d'adresser le secteur des PME en gardant des paniers moyens très attractifs
pour tout type de société. Et ça, c'est important de voir que Colibri peut rester sur ce secteur de marché grâce aussi au financement et au pilotage financier de la société. Alors, ça, c'est un mot que j'entends depuis que j'ai commencé à travailler. Satisfaction du client. On a toujours voulu, tout le monde, qui travaille dans le service, veut la satisfaction des clients. Le dit, en tout cas. Le dit, en tout cas. Après, il y a le dire, le vouloir et le vouloir réellement. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui, en fait, c'est que aujourd'hui, pour une société de SaaS, le niveau de satisfaction de ses users, de ses key users, de ses stakeholders, sponsors chez les sociétés clientes, de toute cette population-là, est un facteur d'accélération s'il est bon ou de ralentissement du développement de l'éditeur s'il est mauvais. Et là, c'est vraiment l'impact, il est quand même il est ultra rapide. Hein. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde est connecté. Et donc, c'est directement le deuxième point, mais aujourd'hui, les ventes d'un éditeur se font très fortement en fonction des recommandations, des avis des ambassadeurs, des influenceurs, des prescripteurs. Donc, c'est devenu clé, hein, pas que pour le monde du logiciel, pas que non plus pour le monde de la supply chain, mais pour tout type de vente aujourd'hui. Les réseaux sociaux, la facilité de monter les écosystèmes, des groupes sur LinkedIn, on a Trust for You qui est un site de récupération des avis des clients. Tout le monde peut se connecter, tout le monde peut récupérer des avis et forcément le choix d'une nouvelle société pour choisir une nouvelle solution est très très dépendant de l'avis des ambassadeurs, des influenceurs qui sont in fine les clients. Donc plus vous avez de clients contents et plus ça va générer des sollicitations ou des confirmations et qui vont forcément accélérer le développement de la société qui est toujours en fonction du nombre de clients. Du nombre de clients nouveaux et du nombre de clients qui se réabonnent d'une année sur l'autre, bien entendu. Et effectivement, si vous avez des clients qui sont globalement pas contents, ils vont c'est pas qu'ils ne vont pas vous recommander, ils vont recommander à la population de ne pas utiliser votre solution. Et ça, c'est extrêmement destructeur. Et il y a fort à parier aussi qu'il résilie, hein, c'est le dernier point. C'est que, en plus, effectivement, un client qui n'est pas content, là, il va pouvoir facilement résilier. Donc, la résiliation a un triple impact aujourd'hui dans notre monde. Le premier impact, c'est que vous perdez un client. Le deuxième impact, c'est que vous perdez effectivement une réputation, une contre-référence. Et du coup, vous perdez des recommandations. Et le troisième impact, c'est qu'aujourd'hui, parmi les KPI les plus importants de valorisation des sociétés éditeurs, il y a ce qu'on appelle le churn, qui est le taux de désabonnement tous les ans. Et c'est un des indicateurs les plus importants pour la valeur d'une société. Et effectivement, même un quatrième impact qui est la première ligne de ce slide, c'est que, je l'abordais tout à l'heure, c'est qu'avant, quand on était on-premise, il fallait signer un contrat. Même si le projet ne se faisait pas, à la limite, on pouvait gagner 200 000 €. Par contre, aujourd'hui, la rentabilité des éditeurs, je vous disais tout à l'heure, il faut entre 3 et 5 ans pour qu'un client soit rentable. Donc, un client qui part au bout de 1 ou 2 ans, c'est des coûts directs pour l'éditeur en plus de tout ce qu'on vient d'aborder. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que le business model des sociétés de SaaS aujourd'hui, elle est contrainte, elle est drivée par le niveau de satisfaction direct de toute sa population de clients d'abonnés. Et ça, depuis le premier jour, c'est ancré dans la culture, c'est ancré dans le fonctionnement de ces sociétés-là qui sont qu'elles rendent un service. Hein, en SaaS, on vend un service. Donc, on vend quelque chose qui est censé fonctionner bien, être disponible, etc. On ne vend pas, alors, je vais forcer le trait, mais j'ai le droit, j'ai l'expérience, mais on ne vend pas du rêve en début de projet. On vend réellement un service tous les mois et ça fonctionne comme ça depuis le premier jour, quoi. Exactement. En fait, on n'a pas le choix. Il faut que la solution soit utilisée pour que la société se développe. Ce qui était en toute transparence un peu moins le cas avant. Moi, j'ai vécu des expériences avant le cloud plutôt chez des sociétés de conseil ou des intégrateurs.
l'objectif premier. La star, c'était le bon commercial qui vendait la solution. Le canard boiteux, enfin le petit méchant, c'était le consultant qui se retrouvait à mettre en place la solution et qui avait beaucoup de mal. Parce qu'il y avait justement beaucoup de personnalisation qui avait été prévue. Aujourd'hui, la star chez Colibri, je dirais que c'est la personne qui gère le customer success ou tout le support, qui est contacté par tous les clients en permanence et qui permet les réabonnements. Parce qu'aujourd'hui, une société comme Colibri, c'est à peu près 70 clients, c'est 70 clients qu'on re-signe tous les ans finalement, et c'est une vingtaine de nouveaux clients tous les ans. Donc le poids, plus le temps passe, et plus le poids de l'équipe de support et de Bastien, pour ne pas le nommer, sont déterminants dans le succès de la société. Voilà, bon, on a fait le tour de tous les sujets. Alors, je ne sais pas s'il y a des... J'ai entendu dire qu'il y avait des remarques. Je ne sais pas s'il y a des compliments. Des questions. Oui. Mickaël qui est d'accord avec toi. Il y a Mickaël qui est d'accord avec moi. Je vous remercie, Mickaël. ça fait plaisir. Parce que nous, jamais, quoi. Moi, il n'est peut-être pas d'accord avec Cédric. Mais je ne vois pas d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions hein, si jamais vous en avez des remarques ou n'importe. Et oui, c'était ce qu'expliquait le pricing des éditeurs est devenu dingue. Effectivement, c'est ce qu'expliquait Nicolas. Il y a une difficulté à rester à flot pour les éditeurs qui doivent trouver des financements pour leur migration. Et effectivement, ça devient compliqué. Alors, ouais, il y a ça, et puis il y a aussi cette justification parfois que c'est vrai, à passer dans le cloud, on fait beaucoup plus, on couvre un périmètre technologique et d'administration et de gestion de sécurité beaucoup plus grand que ce que l'éditeur avait quand il était on-premise. Et le fait d'intégrer plus de choses, pour les gros éditeurs, leur justifie le fait de faire payer plus cher. Ce sur quoi, effectivement, disons, pour moi, c'est une stratégie. Et justement, chez Colibri, on n'a pas cette stratégie-là, mais ouais, le fait de gérer plus de choses peut faire monter le prix de l'éditeur. Et d'ailleurs, ça me fait... on n'a pas évoqué un sujet d'actualité, on va peut-être amener là-dessus, c'est qu'on est tous en train de vivre une crise, enfin, en tout cas, une période d'inflation très forte. Et il y a un énorme sujet en ce moment qui est de dire qu'est-ce qui va se passer sur les solutions de cloud, sur les fournisseurs de cloud, Amazon, Azure, etc. Et puis, du coup, sur les solutions qui ont leur système hébergé dans le cloud en termes de répercussion de l'inflation ou pas sur les prix finaux. Donc, nous, Colibri, pour l'instant, on a plutôt pris le parti pris d'essayer de faire tant que possible de rester totalement cohérent avec notre public de PME qui sont déjà en forte difficulté avec l'inflation de l'énergie et de tous les produits de leurs fournisseurs. Donc, l'idée, c'est plutôt de tant que c'est possible, maintenir les prix à un niveau très raisonnable pour les impacter le moins possible. Et je redis que comme le sujet des prix qu'on a vu tout à l'heure, pour moi, c'est une stratégie. D'ailleurs, il y a un rapport du Gartner là-dessus qui explique que les éditeurs qui commencent à annoncer des augmentations de prix de 10 ou 12% sont un petit peu dans des positions abusives par rapport à ce qu'ils pourraient faire. Ils ne sont pas obligés de le faire. Non. Je ne sais pas ce que tu en penses, Cédric. Non, c'est certain. Mais ce qu'on constate aussi, c'est qu'effectivement, c'est la ruée vers les grands comptes. Et cette espèce de rêve ou d'Eldorado qui est de signer les sociétés de l'Euro 500 ou du CAC 40. Et du coup, on s'envole dans les prix, dans les prestations, dans la complexité. Ouais, c'est devenu compliqué. Enfin, réellement, pour une société qui... soit une PME, soit une société plus grande d'ailleurs, mais qui aurait des filiales qui ont des business un peu indépendants et qui nécessitent des projets indépendants, les prix deviennent élevés. C'est vraiment compliqué, quoi. Et effectivement, les augmentations du coût de l'énergie justifient en rien
des augmentations de 10%. Non, parce que Pareil. chez un éditeur, en fait, ce qui coûte beaucoup, c'est les prévisions d'investissement R&D sur les prochaines années qu'on amortit, enfin, qu'on prévoit et qu'on amortit d'ores et déjà aujourd'hui. Et donc, tout le monde peut réajuster son plan à 2 ans. Donc, les prix peuvent être maîtrisés. Modulo les coûts directs des fournisseurs Azure, mais l'impact sur le prix final ne devrait pas être majeur. Non, il devrait se répercuter que très partiellement. Voilà, on a fait un petit détour. On a fait un petit détour, Ouais, et c'est ouais, très mais- bien, on est là pour ça, on avait le temps. S'il n'y a pas d'autres questions ni de remarques, bah, écoutez, je vous propose qu'on se quitte là-dessus. Nous organisons pour information une table ronde le 13 octobre prochain avec notre partenaire DDTech. Je ne sais pas si Nicolas, tu veux dire quelques mots sur cette table ronde. On a 2 retours clients, Peugeot Saveur et Nougat, Chabert et Guillaume. Tout à fait. Alors oui, on peut dire en quelques mots, ce qu'on peut dire, c'est que alors, le DDMRP est un sujet très à la mode, notamment en France, avec des objectifs de réduction de stock forte. Au début du DDMRP, il y a quelques années, on avait en fait le concept du DDMRP était de dire il n'y a pas besoin de faire des prévisions pour faire du DDMRP ou de la planification simple pour réduire les stocks. Et puis au fur et à mesure du temps, on s'est rendu compte quand même, les éditeurs de DDMRP se sont rendus compte quand même que plus on prévoyait la demande et plus on pouvait maîtriser des CMJ projetés fiables, et plus on pouvait être performant dans la planification. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est rapproché, en plus d'avoir un peu les mêmes philosophies avec Demand Driven Technology, qui est un partenaire depuis quelques années. Et ainsi, en fait, entre notre solution de prévision et leur solution de planification des DMRP, en fait, on travaille ensemble pour fournir des bons niveaux de performance sur pas mal de clients. Et on aura effectivement le témoignage de 2 clients, c'est la semaine prochaine. C'est le 13 octobre. 13 octobre, pardon. À Paris, Paris Centre. Voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. J'ai envoyé le lien, donc voilà. N'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore de la place. Et en espérant vous y voir nombreux. Sur ces bonnes paroles, je vous propose de nous quitter. C'est triste, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Exactement. En parlant de fin, bon appétit tout le monde. Bon appétit, il n'est jamais trop tôt pour les déjeuners. Et bonne journée. Au revoir. Au revoir.